Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous êtes ministre du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l'État, également porte-parole du gouvernement. Franchement, vous n'êtes pas trop épuisé par ce rythme qui est imposé à présent par le président de la République? Il a une idée par jour, un sommet social avec beaucoup d'annonces, alors qu'on est juste à 3 mois de l'élection. Ça y est, c'est bientôt là. Il faut y aller, on est plutôt dans le programme. Mais d'abord, vous ne découvrez pas la personnalité du président de la République, justement, 4 ans et 9 mois après son élection. Il n'a pas changé alors. Il a toujours été extraordinairement présent dans l'action. Et à chaque fois qu'il y a des situations de difficultés, de crise, et on y est, eh bien, il est dans la solution. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi je trouve que c'est assez remarquable. Il a reçu un sommet social à 3 mois des élections avec des représentants syndicaux qui ne lui sont pas politiquement favorables et qui ont salué les mesures d'urgence que nous avons proposé de prendre, et notamment la plus emblématique d'entre elles, qui est celle de maintenir les Français autant que nous pourrons dans l'activité partielle, malgré les difficultés de conjoncture des entreprises. Ce que les Allemands ont fait, ce qui leur a permis de surmonter beaucoup mieux que nous, et en meilleure forme, avec beaucoup moins de chômage, la crise de 2008. On va y revenir dans un instant, mais justement, quand même, cette agitation que certains décrivent comme une agitation, est-ce que vous êtes sûr que c'est la meilleure solution pour gagner l'élection présidentielle? Parce que tout ce que vous nous dites aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a très peu de choses qui vont prendre le temps d'être appliquées. Ce sont des effets d'annonce, ce sont des grandes déclarations. Mais c'est demain, l'élection. Quand il y a un rapport sur la formation professionnelle qui doit être rendu dans 2 mois. 2 secondes. D'abord... Oui, mais... Non, mais je comprends bien que l'opposition rêverait d'avoir un Nicolas Sarkozy enchaîné à l'intérieur de l'Élysée, qui n'est pas le droit de sortir d'ailleurs, parce que quand il se déplace en province, c'est mal aussi. Donc il ne faut pas qu'il sorte de l'Élysée, il ne faut plus qu'il parle. Ils ont sans doute un petit peu peur de lui, et peur justement de sa capacité de conviction et de sa capacité d'action. La vérité, c'est que contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est qu'aujourd'hui, les mesures que nous prenons, elles vont avoir un effet immédiat. Quand on dit zéro charge pour les jeunes embauchés dans les très petites entreprises, je peux vous dire que ça va rentrer en vigueur maintenant et que ça va avoir un effet décisif. Maintenant, c'est combien ? Maintenant, on est en train de préparer évidemment le projet de loi qui traduira toutes ces décisions, qui sera adopté au mois de février, mais on peut aussi dire que les mesures rentrent en vigueur à partir du 1er février. Donc en réalité, ça va avoir un effet tout de suite. Et ça peut être décisif, comme sera décisif la décision pour une entreprise de ne pas licencier dans les mois qui viennent. Vous savez, le risque d'une période électorale, c'est justement que plein de plans sociaux arrivent pendant cette période, parce que c'est une période d'incertitude, parce qu'on est un peu entre deux. Et je crois que le grand mérite du président, c'est d'avoir compris que dans une période de crise, il ne peut pas y avoir de vacances de pouvoir, même une journée. Il peut y avoir alternance, donc ça veut dire que il peut avoir alternance, c'est une question de démocratie, mais quel que soit le résultat de l'élection, il ne peut pas y avoir de vacances de pouvoir. Les mesures que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui, notamment sur le maintien de l'emploi, même en activité partielle, donc c'est le terme, ça peut empêcher des plans sociaux, ça peut empêcher, ça vous dites aux salariés aujourd'hui, on va vous aider à garder, à rester attachés à votre entreprise. Bien entendu, je le dis parce que c'est ce qu'a fait l'Allemagne beaucoup plus massivement que nous au moment de 2009, quand justement le chomage a recommencé à croître en France. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en 2009 alors ? Mais attendez, on n'avait pas toutes les bonnes idées en 2009. D'ailleurs, vous avez remarqué que d'ailleurs nous observons beaucoup ce qu'a fait l'Allemagne, parce que ce soit en matière de financement de la protection sociale en matière d'activité partielle, ils ont montré l'exemple, ils ont pris des bonnes décisions. Nous, on apprend à la fois de ce qu'on a fait de bien et de ce que nos voisins ont fait de bien. Avec un petit peu de retard, par exemple, François Chirac disait ce sommet, moi j'aurais aimé qu'il ait lieu il y a 5 mois. Je l'ai demandé il y a 5 mois, ces mesures d'urgence sur l'emploi, le chômage qui augmente, c'est pas nouveau, ça fait au moins plusieurs mois. Mais est-ce qu'elles sont financées facilement, ces mesures nouvelles pour l'emploi? Parce qu'on sait bien, on est en crise et on est en déficit important. Alors d'abord, on ne peut pas à la fois reprocher au président d'agir et en même temps dire qu'il aurait dû le faire il y a 5 mois. Donc il agit. Je vous assure qu'on a vraiment beaucoup travaillé pour préparer ce sommet, pour trouver les bonnes mesures, celles qui seraient adaptées pour l'emploi. Et pour répondre à votre question, les 500 millions d'euros de mesures qui ont été proposées seront financées par redéploiement. Ça veut dire que nous allons donner la priorité à l'emploi et à la lutte contre le chômage au détriment d'autres actions. Vous l'enlevez où écoutez, cet argent ? Ça va être ma dure tâche d'aller demander au ministre en charge effectivement de redéployer. En réalité, nous aurons aussi une partie de redéploiement
au sein même du ministère du Travail. Il y aura donc des budgets du ministère du Travail qui vont être des amputés, redéploiements. Écoutez, vous aurez un collectif budgétaire, vous pourrez en juger. En réalité, ça se fera à budget constant, à dépenses publiques constantes. Mais vous savez, aujourd'hui, chaque euro doit être dépensé là où il est le plus utile. C'est mon rôle, c'est ma responsabilité. C'est pas toujours agréable d'aller en parler au ministre, mais c'est ma responsabilité. Et jusqu'à présent, ça s'est fait sans dégrader la qualité du service public. Ce qui m'a frappé aussi, et ce qui nous a tous frappé, je crois, c'est que le mot TVA social n'a pas trop été prononcé, que les syndicats ont dit d'emblée qu'il n'était pas question qu'ils en parlent, qu'ils étaient très contre, mais on a eu le sentiment que même le président et même au gouvernement, on commence à avoir un peu peur de cette expression qui fait peur aux députés. Lionel Lucas de la droite populaire qui dit mais c'est pas un bon timing, c'est contre-productif, ça ne profitera qu'à l'adversaire politique. Donc est-ce que c'est bientôt fini la TVA sociale? On en a parlé un peu, puis c'est bientôt fini? On en a énormément parlé aujourd'hui dans le dialogue avec les partenaires sociaux. Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est un premier train de mesures d'urgence qui doivent rentrer en vigueur très vite. Mais il y aura, dans les semaines qui viennent, l'annonce par le président de la République de mesures pour améliorer la compétitivité de la France. Alors la compétitivité de la France, c'est le financement de l'industrie. Vous savez, on a parlé de cette banque d'investissement, de ce fonds d'investissement dans l'industrie. C'est un peu copié de la gauche, hein. C'est dans le programme du Parti Socialiste. C'est ce que proposait Ségolène Royal, la banque d'investissement. Écoutez, c'était dans les conclusions des États généraux de l'industrie voulus par le président de la République il y a un an. On parlera de mesures logement. On aimerait aussi pouvoir, accélérer la construction en France et l'accélérer très vite. On parlera du financement de la protection sociale et on parlera aussi de ces accords compétitivité-emploi. Vous savez, c'est ces accords qui permettent aux entreprises, en fonction de leurs difficultés et de leur situation, de changer les conditions de travail et l'organisation du travail. Alors, sur ces deux dernières questions, TVA sociale et flexibilité, en l'occurrence, les syndicats sont très contre. Mais je vous propose d'écouter Bernard Van Krenest. Il a assisté à la réunion de ce matin et il a l'impression d'avoir compris ce qui se prépare. Et il l'a dit à Olivier Truchot tout à l'heure à BFM Story. On ressort en ayant le sentiment que le chef de l'État est prêt à accorder au patronat la baisse des cotisations qui financent les allocations familiales, mais rien d'autre. Si on baisse les cotisations, la part patronale pour les allocations familiales, il va bien falloir les compenser, remplacer par autre chose. Et très probablement, ça sera par une augmentation de la TVA. Vrai ou faux ? Alors pour l'instant, rien n'est totalement verrouillé, décidé. C'est l'orientation, c'est la direction. Ce que souhaite le président de la République, et il l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut baisser le coût des produits français. Nous voulons produire en France, nous voulons éviter les délocalisations. Vous le savez, une voiture, par exemple, qui est produite en Allemagne, coûte 400 € de moins que la même produite en France. Et ça, c'est les charges sociales, c'est le financement de la sécurité sociale. Il n'est plus légitime aujourd'hui, dans la concurrence que nous vivons, il n'est plus légitime que les entreprises payent pour le financement d'un certain nombre de dépenses de solidarité qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entreprise. Donc il est possible qu'on assiste à cet allègement des charges sociales du patronat en direction de la caisse famille précisément et que ce soit compensé par une augmentation de la TVA de 1 à 1,5 point. C'est ce que disent les Échos. Oui ou non, c'est ça, c'est ce qui est... Madame El Krief, rien n'est arrêté à ce stade, mais... Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est vers cela qu'on s'oriente? Ne dites pas qu'on veut baisser les charges du patronat. C'est pas alors, du patronat. On augmentera les salaires des salariés les charges qui pèsent sur le travail, de façon à ce que le coût du travail baisse. Et après, avec cette baisse de charges, on aura, je l'espère, une baisse des prix des produits français pour qu'on exporte davantage, pour qu'on délocalise moins. Et puis, on aura aussi un effet de taxation sur les importations pour qu'elles participent au financement de notre protection sociale. C'est en réalité des mesures anti-délocalisation, c'est des mesures de protection de l'emploi en France. Alors, à votre place, la semaine dernière, il y avait Xavier Bertrand et le lendemain, il y avait Laurence Parisot. Et tous les deux ont dit il faut que, s'il y a une TVA sociale, elle se traduise par un allègement des charges patronales, mais aussi des charges salariales. Et que ça se voit sur le bulletin de salaire du salarié. Mais François Fillon a l'air de dire pas question. Qui a raison? Qui tranche? En tout cas, si vous voulez mon avis personnel sur cette question, qui n'est pas l'avis de la porte-parole du gouvernement, c'est qu'il me paraîtrait paradoxal d'augmenter un impôt pour augmenter les salaires. D'ailleurs, j'ajoute que ce serait compliqué parce qu'en réalité, vous avez aussi les fonctionnaires qui, eux, n'auraient pas d'augmentation de salaire et qui paieraient l'impôt. Ou les retraités.
ou les retraités. Donc, si vous voulez, ça me paraît compliqué. En revanche... Donc, pas d'augmentation de la fiche de paye des salariés. Je ne vous ai pas dit ça, Madame Elkrief, laissez-moi terminer. En revanche, si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir travailler sur la question du salaire net des salariés, notamment dans les plus bas salaires, je vous réponds, c'est une piste de travail qu'il faut aussi suivre, vous voyez. Mais ça prouve que nous suivons plusieurs pistes, nous avons plusieurs hypothèses de travail et qu'aujourd'hui, rien n'est totalement décidé. Donc il y aura des choses sur les bas salaires plutôt. Je ne sais pas, je ne vous dis pas ça, je vous dis qu'en réalité... je ne pense pas qu'il faille augmenter la TVA pour, en contrepartie, augmenter les salaires. En tout cas, ce n'est pas un arbitrage entre ces deux impôts-là qu'il faut faire. On est le 18 janvier. Et donc toujours à 3 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas inquiète? Parce que cette semaine, la cote du président a de nouveau un peu dévissé. Elle était remontée et puis de nouveau, elle baisse. Est-ce qu'à cette heure-ci, vous pensez toujours que c'est tout à fait gagnable, que l'élection présidentielle s'annonce bien pour le président, alors que, on l'a vu au cours des élections précédentes, vers février en général, on commence à avoir une idée assez précise de ce qui va se passer? Mais je ne vois pas les choses comme vous. Plus j'avance dans cette crise économique, et plus je suis persuadée que la seule personne qui est capable aujourd'hui de prendre les bonnes décisions pour notre pays, c'est Nicolas Sarkozy. Et on le voit encore aujourd'hui. On a besoin de faire des réformes structurelles, des réformes courageuses, des réformes qui ne sont pas nécessairement populaires. Qui peuvent coûter cher en termes de popularité. Mais, on le voit là sur la TVA, apparemment ça fait baisser la cote du président. Mais la question aujourd'hui pour les Français, c'est plus la question d'avoir un leader populaire, c'est d'avoir un leader compétent. On a 1700 milliards de dettes. On arrive dans une période où la croissance est très affaiblie. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on a perdu 500 000 emplois industriels. On va avoir un chômage qui va augmenter au-delà de ce que nous avons prévu. Tout ça, c'est une situation extrêmement dramatique. Eh bien, il faut qu'à cette situation très grave, il y ait des réponses qui soient à la hauteur. Et les réponses à la hauteur, c'est les réponses d'urgence de ce matin, mais c'est aussi les réponses structurelles sur, justement, la productivité de l'économie française, sur le financement de l'industrie. Sur les niches fiscales, par exemple, Jérôme Cahuzac disait qu'il faut plafonner les niches fiscales pour réduire les déficits, et plutôt que de les supprimer. Écoutez, le Parti socialiste, permettez-moi de vous dire, c'est le grand cafouillage. C'est quoi qu'en série. Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que propose François Hollande. Alors, il dit qu'il veut réduire les déficits, mais je suis désolée, réduire les déficits, ça nécessite des décisions extrêmement courageuses en matière de réduction des dépenses publiques. Pour l'instant, son programme, c'est uniquement de la dépense. Les 60 000 postes créés dans l'enseignement en sont une massive, le retour à la retraite à 60 ans, la sortie du nucléaire, tout ça, ce n'est que des dépenses. Le contrat jeune, attendez, sur le nucléaire, il vient de dire qu'il ne fermera que Fessenheim aujourd'hui. Déjà, ça a un coût. Combien ça coûte de fermer Fessenheim? Et pourquoi fermer Fessenheim? Est-ce qu'il y a un danger? S'il y a un danger pour Fessenheim, pourquoi n'y a-t-il un danger que pour Fessenheim? Tout ça est totalement incohérent. Moi, j'ai besoin de comprendre la cohérence du programme. J'ai besoin, comme d'ailleurs, j'ai l'impression, les électeurs socialistes qui ont voté pour François Hollande et qui aujourd'hui se sentent totalement floués parce qu'ils ne savent pas s'il y aura ou non des créations de postes dans l'éducation nationale. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est sûr avec François Hollande, c'est qu'on aura un matraquage fiscal des classes moyennes. Ça, c'est sûr, parce que quand on n'a pas de baisse de dépenses et qu'on a 1700 milliards de dettes, eh bien forcément, on augmente les taxes. Or, on est déjà l'un des pays les plus taxés au monde. Et les taxes, eh bien, M. Hollande nous dit « je ferai payer les riches et je ferai payer les niches ». M. Cahuzac a dit « on ne supprime plus les niches ». Alors, il faudra faire payer les riches, mais les riches, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en réalité, ce sera les classes moyennes qui payeront l'addition. Merci Valérie Pécresse d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous tout de suite après le journal Jean-Rémy Baudot. C'est Jean-Claude Mailly, le numéro 1 de FO, qui répondra à la ministre. À tout de suite.